Bonjour Serge Laloux. Bonjour. Alors, on a peu entendu le producteur de Joseph. On a beaucoup vu Aurel, à juste titre. Mais on vous a peu entendu. À juste titre, comme vous dites, parce que c'est quand même lui. C'est autour de lui que tout s'est fait. Alors, si, on vous a vu le soir des Césars. Là, avec une émotion non feinte. Non, c'était une forme d'aboutissement d'un parcours qui a quand même été assez incroyable. C'est 10 ans pour Aurel, 5 ans pour moi, et un film qui avait au départ pas mal d'handicap. C'est-à-dire que personne ne connaissait Joseph Bartoli. L'histoire de la retirada, beaucoup de gens ne connaissaient absolument pas cette histoire, dont moi d'ailleurs, dans la dimension de cette histoire. Et Aurel, c'est son premier film, donc il n'avait pas non plus beaucoup de films à son compteur. Donc ça faisait... voilà, et à partir de là, on a eu beaucoup de mal à le financer. Et en plus, il a pris des risques artistiques forts par rapport au monde de l'animation, par rapport au type de film. Donc, de voir tout ça reconnu jusqu'au César, c'était, voilà, oui, effectivement, le soir des Césars, c'était un beau moment. On va reparler de l'aventure. Je me trompe, j'ai senti un rapport presque filial, ou en tout cas un lien très fort entre vous deux. En tout cas, on est devenus très amis. Ouais. Cette histoire puis en général, c'est un type que j'estime énormément, qui a une sorte de rigueur, d'intégrité et de vision artistique forte. Tout ça dans une modestie en fait, c'est une des choses que j'ai retrouvées ou découvertes en venant ici, c'est-à-dire des gens de très grands talents et de talents internationaux. Là, maintenant, on le voit, ce film va sortir au Japon, il sort en Italie, il a gagné le prix du meilleur film européen de l'année d'animation, enfin bon, bref, et d'autres. Et en même temps, il n'a jamais bougé. C'est un type, parce qu'il y a il y a une forme de rigueur, à la fois morale, politique, artistique, qui n'est pas je ne sais pas si c'est le fait d'être un peu à distance de tout le cercle de pouvoir que peut être parfois les centres de décision centralisés. Mais là, j'ai retrouvé une vraie authenticité dans le travail et un gros travail que je retrouve aussi chez quelques autres réalisateurs, réalisatrices avec qui je travaille ici. Alors, quelle éruption, en effet, un dessinateur de presse tout d'un coup propulsé dans le monde du cinéma. Vous-même, je me souviens de Foucault Amare qui a eu l'Ours d'or à Berlin. Vous-même, dans votre filmographie très importante, vous n'avez pas connu de succès aussi net, équivalent, je veux dire, au moins en termes de prix nationaux et internationaux. Il y a eu Valse avec Bachir, paradoxe d'ailleurs, oui. Parce que, en fait... il y a eu des histoires, il y a eu différentes histoires. Celle-là, elle est assez belle parce qu'elle part de très loin et elle est quand même un peu inattendue. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gens qui croyaient presque plus que moi à différentes étapes. J'étais plus prudent qu'eux et en fait à chaque fois c'est allé au-delà de ce que je pensais. Donc, le premier handicap, c'est, si on peut dire, c'est l'animation. C'est un film d'animation. L'animation, elle est devenue un genre pour adultes. Elle a évolué dans le regard des autres. Pour autant, un tel succès pour un film d'animation reste surprenant. Parce qu'on l'a pas pensé comme film d'animation. On l'a à la fois fabriqué avec les moyens de l'animation. Mais pour moi, en fait, je ne fais pas de différence. Je suis pas un producteur de films d'animation. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours pas comment ça marche. C'est-à-dire que je peux vous énumérer les étapes, mais concrètement, je ne sais pas comment ça se fabrique. Ce qui m'intéressait, moi, c'est pourquoi on faisait de l'animation. C'est-à-dire à quoi ça servait. Mais ça aurait pu être en fiction ou en documentaire si ça avait été légitime. Là, c'était l'animation qui était légitime. On parlait de dessin. C'était un hommage au dessin, c'était une célébration du dessin, de l'engagement par le dessin à travers. Donc il y avait une cohérence là-dedans. Et du coup, le film a été même pas produit, mais en tout cas est sorti comme un film d'auteur. En fait, et Sophie Dulac qui a distribué le film, n'avait jamais fait de film d'animation. Donc, moi, je suis allé chercher un distributeur qui n'était pas repéré comme distribuant des films d'animation. Et on l'a positionné plus largement qu'un film d'animation. Et dans la salle, on a rencontré des gens qui disaient que c'était la première fois qu'ils voyaient un film d'animation en salle. Donc, c'était pas le positionnement, c'était un super film
d'auteur. Qui peut ouvrir une brèche pour le genre, vous pensez? D'animation, Oui. Pour le genre d'animation. Oui. En tout cas, je ne sais pas si ça ouvre une brèche, parce que Valls a ouvert une brèche, parce que bon, il y a d'autres films qui ont ouvert des brèches. Donc, mais j'espère que ça réaffirme le fait que, au fond, c'est pas la forme qu'on utilise, c'est l'adéquation entre la forme et ce qu'on veut raconter dont on parle, et que après qu'un film soit en animation, en fiction, un documentaire, un film hybride, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter, pourquoi on veut le raconter et comment on veut le raconter. Un bon film, voilà. quoi. Un bon film, quoi. Ouais, Un bon film. C'est un bon film qui touche, qui émeut, qui effectivement a un public qui vaut mieux commencer au collège, parce qu'avant c'est un peu violent l'histoire, et notamment cette histoire à certains moments. Et là, vous parlez des camps. Des camps, de certaines scènes qui sont un peu. Oui. Enfin, je pense que à partir du collège, les gens, on sent bien que. Mais avant, c'est un peu plus compliqué à montrer aux enfants. Mais pour le reste, voilà, c'est un film. C'est un film comme un grand documentaire est un film. Enfin, je veux dire, c'est Philibert quand il fait être à voir, on se dit, voilà, on va pas que vous dire. Avez produit, c'est pas, ce sont des films, voilà. Et moi, je me considère pas comme un producteur de films d'animation. Là, je me retrouve à en faire plusieurs parce qu'il y a une adéquation. Mais si ça se trouve, j'en ferai plus et je ferai autre chose parce que ce qui m'intéresse, c'est c'est un film et un regard. C'est-à-dire que là, il y a le prochain film d'Aurel, Scoop, ne sera probablement pas un film d'animation. Donc une fiction, mais de cinéma classique? Pas classique, mais pas non plus un film de pure animation. Donc il est déjà sur un deuxième projet. Il est déjà sur un deuxième projet avec Milési, ils sont en train d'écrire. Ouais. Alors justement, ce scénariste qui était proche de Guédiguian, il est important dans l'histoire. Il amène le regard, le scénario. Il est très important. Cinéma. Il est très important à plusieurs titres. Lui aussi, il a jamais fait de film d'animation. Ouais. C'est son premier scénario de film d'animation. Ouais. Donc encore une fois, on n'est que sur des premières. Oui. Mais bon, il a un sens du récit. Il a travaillé à partir évidemment, en étroite collaboration avec Aurel, mais ils ont inventé ce personnage du grand-père, du double récit. Et puis c'est un grand scénariste, donc il a un sens de la dramaturgie qui à l'épreuve du travail que lui-même probablement n'imaginait pas jusque-là de transposition à travers l'univers visuel d'Aurel, aboutit à Joseph, qui est un film finalement assez peu animé en fait sur le fond, et c'était d'ailleurs une des craintes qu'on pouvait avoir à un moment donné. D'ailleurs, on l'appelait pas nous un film d'animation, on l'appelait un film animé, mais voilà. Et puis il mélange un peu les univers graphiques, c'est une complexité de plus. Il y a des allers-retours dans l'histoire, il y a des genres graphiques différents. Enfin vraiment, il y a deux temporalités. Voilà, il y a donc vraiment une complexité assumée, une sophistication assumée. Il y a deux temporalités. Il y a effectivement un travail sur les différents types de dessins, jusque le dessin de Bartoli qui apparaît dans le film mais qui apparaît dans le film. Ça ne rivalise pas avec ce dessin-là, mais c'est quand même un dessinateur qui fait un film sur un autre dessinateur. Enfin, je veux dire, il y a toutes ces dimensions-là. Il fallait trouver des solutions filmiques à travers le dessin pour résoudre, et à travers le montage aussi pour résoudre ça. Vous avez parlé d'un long moment qui a précédé la sortie du film pour le financer. Donc vous êtes un des coproducteurs, mais vous avez manqué d'argent, donc il a fallu trouver des... En fait, tout le monde pense que les producteurs, c'est des gens qui ont des cigares et de l'argent. Et or, en fait, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui n'ont pas d'argent et qui vont le chercher. Donc moi, j'ai pas un rond. Jusqu'à aujourd'hui, tous les films sont des films qui sont issus de ce qu'on appelle des plans de financement, c'est-à-dire trouver de l'argent qui est parfois spéculatif et parfois culturel, et que en fonction des projets, voilà. Donc quand je commence un projet, j'ai zéro, et il faut que je trouve. En l'occurrence, à l'époque, je pensais qu'il fallait trouver 4 millions. Finalement, on l'a fait beaucoup moins cher parce qu'on les a jamais trouvés. À 2 millions, c'est ça? 2 millions 7, 2 millions 8. Première personne qu'on est allé voir, c'est la région, et qui ont adhéré au projet tout de suite et qui ont vu comment ce projet pouvait être à la fois
un outil pour créer de la mémoire commune entre les deux ex-régions qui fusionnaient, donc puisque cette retirada, l'anniversaire de la retirada arrivait, donc c'était un moyen et puis on voulait travailler avec le mémorial de Rivesaltes et comment ça pouvait être aussi une façon pour le mémorial d'avoir, et on a pas mal discuté de ça, parce que j'avais connu ça avec le musée du Louvre il y a longtemps, comment à travers le cinéma et l'audiovisuel, on pouvait prolonger l'action de lieux comme ça hors du champ du lieu lui-même. Et ça a été une formidable collaboration avec le mémorial là-dessus. Donc eux sont rentrés assez massivement dès le départ, et sans la région, je pense que le film ne se serait pas fait, en fait. Et à partir de là, on a construit un financement qui s'est ensuite cassé la gueule. Et donc, on a reconstruit quelque chose en associant plusieurs régions à travers des studios d'animation, et la Belgique. Et puis, finalement, en fin de course, parce qu'on avait pris quand même des risques financiers, l'Espagne nous a rejoints avec un formidable producteur catalan qui a adoré la présentation qu'on avait faite à Annecy du film, où Sylvia Pérez Cruz était venue chanter en live la musique la chanson du film qu'elle venait d'écrire. C'était un moment très émouvant, et donc c'était quand même, il y avait un paradoxe que la Catalogne ne soit pas présente dans ce film, et il est rentré dans le film, et d'ailleurs il a fait un très beau travail en Espagne, puisque le film est sorti en Espagne. Alors, beaucoup de résonance sur le territoire dans ce film. Vous parlez de la retirada, cet épisode de la fuite de 500 000 Espagnols sous Franco, qui passent la frontière et qui vont dans des camps, qu'on n'ose pas dire camps de concentration, mais... Qui s'appelle comme ça. Qui s'appelle ainsi, mais je crois que le terme le terme administratif est camp de concentration. Ouais. Après, comme il y a eu d'autres choses derrière, mais le terme, quand vous lisez les documents administratifs de l'époque, on les appelle camps de concentration. Ouais. L'administration française les appelle camps de concentration. Alors effectivement, un épisode peu connu, ça reste un peu mystérieux parce qu'il est majeur et qu'il a concerné directement des sites de la région comme Argelès, autant que Rivesaltes et d'autres. C'est l'histoire oubliée, vous qui êtes féru d'histoire et qui avez lancé une production sur Arte les samedis, un pan d'histoire oubliée, c'est étrange. Oui, et c'est assez étonnant parce que alors là, déjà dans cette région, c'est un peu moins oublié qu'ailleurs. Mais alors, quand par exemple certaines personnes de France 3 ont découvert le film cinéma, ils ne connaissaient absolument pas cette histoire. Certains distributeurs connaissaient absolument pas cette histoire. Et honnêtement, je ne connaissais absolument pas cette histoire. Avant d'arriver ici, et cette histoire est assez peu traitée en fait. Donc, c'est 500 000 personnes, et ça résonnait évidemment formidablement dans la période actuelle où dès qu'il y a 3500 Syriens à qui il faut donner une autorisation d'entrée dans le territoire, c'est une émeute. Et là, il y avait 500 000 personnes qui ont débarqué et qui aujourd'hui forment une partie de la population française, dont 28% du côté de Perpignan et tout ça. Enfin, je veux dire, on est quand même dans les descendants ont construit ce pays, quoi, aussi. Et ce musée de Rivesaltes qui est entièrement dédié à cette... Alors, à toutes les immigrations. À toutes les immigrations successives dans le camp. Parce qu'il y a aussi les Harkis, il y a aussi les Juifs. Il y a aussi à un moment, à Rivesaltes, il y a eu des unités de soldats africains. Donc il y a eu du monde à Rivesaltes. Résonance avec le territoire, je disais, alors, effectivement, votre parcours vous conduit assez naturellement jusqu'à ce film, me semble-t-il. C'est-à-dire, vous êtes parisien, vous rejoignez les films d'ici, qui est une grande maison de production parisienne à l'époque, donc est seulement parisienne en 87. Et puis vous vous installez ici en 2014. Pour créer les films d'ici Méditerranée, avec un vrai souci de vous intéresser à des sujets autour de la Méditerranée. J'ai l'impression que Aurel vient là comme un point d'orgue d'une démarche personnelle. Ou un point de passage. En fait, je viens ici même en fin 2010, début 2011. On crée Films d'ici Méditerranée en 2014. Donc aujourd'hui, je me dis qu'après 10 ans, ça commence à faire. Voilà. Et avec l'idée qu'on peut produire à partir de la région, à l'échelle nationale et internationale, et que simplement un producteur du type film d'ici et du type de mon travail s'appuie sur des talents. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis un éditeur. Il faut que j'identifie des talents et que que j'arrive à trouver les moyens de les financer et ensuite d'arriver à les faire exister sur les différents marchés. Donc voilà.
Donc c'était clairement la mission de Film d'ici Méditerranée. Et parmi les premiers projets, il y a eu celui-là. Mais entre-temps, on continue notre travail aussi à la télévision, puisqu'on a quand même, on est sorti de ce modèle un peu caricatural du producteur en région qui produisait un film de temps en temps ou deux avec France 3 Régions. Et puis voilà. Et puis donc c'était l'idée que produisait à partir d'eux et plus largement. Et pour ça, il fallait identifier. Donc, Aurel a été le premier, mais là, on a 2 avances sur recette qui viennent aussi, qui sont signées là, dont un autre premier film. Donc, c'est intéressant que ce soit des premiers films. Silver Petit, ouais. Avec La Baleine, qui est un superbe projet. Superbe cinéaste animalier. Pas animalier en fait, interespèce. Pardon. Interespèce, c'est un cinéaste qui travaille à la fois sur l'humain et l'animal et sur le changement de paradigme sur la place de chacun. Et donc c'est quelqu'un de très très intéressant autour de ce qu'on appelle, ce que Baptiste Morisot, sur lequel d'ailleurs il a un documentaire avec Vinciane Després, appelle la culture du vivant. Et son scénario, il y a Sergi Lopez, il y a Lubna Zabal, j'espère. C'est un scénario avec des acteurs. Il y a aussi une corneille, une chouette, un chien. Voilà, donc c'est une couleuvre. Donc c'est interespèce et ça fait partie des fictions qui disons, prennent en compte quelque chose qui est en train de se passer plus largement dans l'histoire des idées, de la prise en compte du monde, d'une autre façon de regarder le monde. Voilà. Alors, il est important pour vous de faire appel à des créatifs de la région. Enfin, c'est un principe où vous rencontrez des talents. C'est un principe, c'est-à-dire que sinon, ça n'a aucun sens. J'ai une structure à Paris que je continue à travailler. Donc je produis pas mal aussi à Paris. Je suis associé à d'autres, mais je produis beaucoup avec le train. Pas du tout. Je suis pas allé à Paris depuis pratiquement 1 an. Je crois que je suis allé une fois voir mon père, 1 an et demi. Oui, mais j'ai jamais autant produit. C'est très intéressant. J'ai jamais autant fait. Donc ça veut dire quand même que. Donc l'année 2020 est une belle année pour les films d'ici. C'est une très bonne année. Réellement, c'est une très bonne année. Film d'ici Méditerranée, on a un César et 2 avances sur recette, plus un film sur Morin qui passe sur Arte en juillet, sur Edgar Morin le 8 juillet. Pour ses 100 ans, plus un film sur Françoise Gillot et Picasso qui passe le 13 juin sur Arte, qui est un très joli film aussi fait ici. Et d'autres productions. On avait le film de Laurent Benalla. Il y a eu pas mal de choses. Donc c'est une très belle année. Mais sur Paris, il y a le magazine Faire l'Histoire qui a commencé. Il y a eu Quand l'Histoire fait date. Mais il y a avec aussi, Patrick Boucheron, il faut le dire, il est très intéressant. Il a commencé par un numéro sur le stérilet absolument épatant. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Les objets, les histoires. Mais la différence éditoriale entre les 2 structures, c'est qu'ici, effectivement, je m'intéresse à des gens qui vivent et travaillent ici et qui sont des talents qui émergent d'ici et du bassin méditerranéen aussi, voilà. Et donc c'est ce travail-là qui est en train d'être fait et en coproduction aussi, c'est-à-dire d'amener des talents à travailler ici en coproduction. C'est ce qui va être le cas avec le film de Fernando Trueba et Javier Mariscal qui avait fait Chico Herita, qui est allé aux Oscars et dont on coproduit avec Film d'ici Méditerranée, le prochain qui s'appelle They Shot the Piano Player et qui est un super film d'animation autour de la bossa nova, d'animation documentaire d'ailleurs en partie. Alors avant de commencer cet entretien, on parlait disons-le, de l'expression de Nicolas Bourriaud sur sa volonté à l'époque de faire une Los Angeles à la française. Est-ce que vous faites vous-même une Los Angeles du cinéma ? Non, je trouve ça tellement ridicule comme formule que on part de très loin. Donc on part de très loin. Aujourd'hui, on part d'un tissu de production en audiovisuel et en cinéma où il y a en animation quelques belles réussites et le reste, c'est quand même ça peut disparaître du jour au lendemain, c'est très très fragile. Donc il faut construire quelque chose. Il faut vraiment construire quelque chose dans un système qui a été extrêmement centralisé. C'était l'idée de départ, c'était l'idée aussi que c'était la seule façon probablement dans mon domaine de participer à la construction de l'Europe aussi, c'est-à-dire que d'arrêter avec le centralisme qui provoque du national et d'essayer de faire de l'interrégional et donc de créer des vraies structures de production en région, et ça commence, ça va plus vite dans d'autres régions.
Ça va plus vite dans d'autres régions pour plein de phénomènes qui seraient trop longs d'analyser ici. Mais en revanche... Pardonnez-moi, c'est à cause des séries. Ici, on a l'impression qu'il y a une option série très forte. Enfin, oui, c'est à cause... c'est pas à cause des séries. Les séries, c'est très bien. Oui. Mais simplement, ça fait depuis un moment que... je défends l'idée qu'il faut travailler sur deux pattes, c'est-à-dire l'accueil de tournage d'un côté et le développement d'un vrai tissu. Mais pour développer un vrai tissu, il faut, quand on part d'aussi loin, il faut se former, il faut accepter de ne pas savoir et voilà. Et or, il y a eu une crispation parce que, évidemment, si ça se développe, il va y avoir des gens qui ne pourront pas tenir la concurrence. Dans un système complètement fermé et subventionné, voilà, mais c'est humain, hein, c'est humain, ça se passe partout, mais c'est des crispations, mais sauf qu'elles ont duré plus longtemps qu'à d'autres endroits, parce que il y a aussi un système de cooptation en région, et particulièrement dans cette région, mais il y en a quelques autres, qui ont empêché, verrouiller le système. Qui ont verrouillé le cooptation, système. C'est-à-dire on privilégie les réseaux, les amis. Puis on s'interdit de regarder ailleurs et on s'interdit d'analyser ce qui se passe. Parce que si on l'analyse, en fait, on se retrouve devant un vrai gros problème. Donc, voilà. Donc, et puis l'accueil de tournage a masqué le reste, c'est-à-dire que, voilà, c'est une vraie belle réussite. Et c'est une vraie belle réussite, mais qui n'a pas généré un tissu de production en région très fort. Donc, ça commence un peu. Mais il faut 3 tates et 10 films d'ici Méditerranée pour arriver à réellement commencer à parler de quelque chose qui tienne la route. Et donc, quand on s'appelle Serge Laloux, c'est plus facile que pour des tas d'autres producteurs. C'est plus facile parce que j'avais beaucoup d'expérience. Ouais. Mais donc, oui, mais la réponse, ça, c'est la formation. C'est-à-dire, c'est se former et surtout accepter accepter que finalement de remettre en jeu en permanence, parce que c'est bien. Oui, évidemment, j'avais un travail accumulé, mais qui était le fruit de films faits. C'est-à-dire que oui, il y avait des films faits, donc des relations, donc des gens qui reconnaissaient ce travail. Donc c'est plus simple. Mais c'est plus simple si vous avez identifié les talents aussi. C'est-à-dire, c'est plus simple. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens, ils préexistent en région avant que j'arrive, quoi. Donc, être capable de les identifier, être capable de les amener, ça, c'est un travail, de les faire grandir. C'est un travail qui est un travail de producteur ou de productrice, et qui nécessite à un moment donné de continuer à se former, de continuer à créer ces relations-là, de continuer et c'est un travail complexe, financièrement difficile aussi. Et puis il y aura des gens qui vont s'installer aussi, parce que il y a un mouvement, c'est un autre mouvement. Je suis pas le seul à m'installer ici. Il y a d'autres producteurs et productrices qui s'installent ici, à eux de travailler et de développer ça, parce que contrairement aussi à ce qui a parfois pu être dit, moi je pense vraiment que si dans les 5 ou 10 ans qui viennent, il n'y a pas beaucoup d'autres structures qui naissent, enfin beaucoup d'autres, disons que la région est capable d'en absorber, à mon avis, au moins 10 ou peut-être jusqu'à 20 structures de production ayant un potentiel de production suffisant, c'est-à-dire national et international. Ça peut mourir du jour au lendemain. Ça reste fragile. D'où l'intérêt aussi de former des gens. Moi aussi, je me suis beaucoup investi à la fac. Ce que vous faites à la faculté, vous avez ce master de production. Avec Vincent Deville, où on a monté ça, où on fait venir quand même des gens. On a plein de monde, mais l'année prochaine, il va aussi y avoir, par exemple, la directrice des séries internationales de France Télévisions qui intervient. Il y a des mecs, un responsable d'OCS. Il y a des gens qui sont des distributeurs, des vendeurs à l'échelle nationale et internationale, des producteurs internationaux qui interviennent dans ce master, parce que l'idée, c'est de faire émerger des générations de jeunes productrices et producteurs internationaux, capables de travailler à partir de... On peut travailler à partir d'où on veut aujourd'hui. Donc, on est quand même... Moi, quand j'ai commencé, au bout de 2 ans, et il y avait le bebop. Je ne sais pas si vous vous rappelez du bebop, mais c'était un téléphone sans fil où il fallait trouver des bornes, où il y avait du verre, etc. Et je me prenais en Paris pour chercher des cabines téléphoniques pour arriver à passer un coup de fil. Je veux dire, le monde a quand même singulièrement évolué et permet effectivement de travailler de partout. Et les talents, en revanche, ils sont sur le territoire. Mais alors, et de plus en plus sur le territoire. Les gens, ils travaillent pas...
Ils ne travaillent plus centralisés à Paris, ils sont sur tout le territoire. Donc il y a des scénaristes formidables à Saint-Hippolyte du Fort, Saint-Hippolyte du Fort, Laurent Mizrahi, il y en a à Toulouse, il y en a plein. Il y a des gens très bien qui s'installent. Il y a un musicien formidable qui est dans les Pyrénées, René-Marc Bini. Donc enfin, il y a les talents, ils sont. Justement, on va finir là-dessus. Lors de la soirée des Césars, vous avez eu ce discours très surprenant, très militant en faveur du développement du territoire. C'est quelque chose qui tranchait dans la cérémonie un peu paillette et très, très film de cette soirée. Et donc là, enfin, pour moi, c'était quelque chose de notable. Vous avez remercié la région Occitanie très ouvertement, et surtout, vous avez justement parlé de cette filière, de la création de cette filière. Mais vous, qu'est-ce qui vous motive justement à jouer ce rôle? Parce que vous êtes un privé quasiment qui menait une politique quasiment d'intérêt public. Moi, j'ai toujours, depuis que je fais ce métier, considéré, et je l'enseigne d'ailleurs à mes étudiants, que l'intérêt général, on produit pas. Il faut savoir pourquoi on produit en fait. Si on ne sait pas pourquoi on produit, ça n'a aucun. En tout cas, c'est pas le type de production qui m'intéresse. Moi, je produis pas pour garantir un chiffre d'affaires à la fin de l'année. C'est-à-dire, je produis ce que je produis. J'ai fait les choix que je produis parce que je pense à un moment donné que ça a une importance à la fois politique, esthétique, et qu'on en a besoin pour vivre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'attache beaucoup d'importance à ce qui se passe derrière, non seulement du passage à la télé, mais après le passage à la télé, qu'est-ce qui existe autour. Avec Aurel, on a fait un travail sur Joseph plus large avec le mémorial de Rivesaltes pour faire exister tout ça au-delà, et ça va continuer, ça rentre dans collège et lycée au cinéma, etc. Donc cet intérêt général, s'il n'est pas au cœur, pourquoi on fait de la télé? Pourquoi il y a une télévision publique? À quoi ça sert? La première chose que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, c'est regarder le contrat d'objectif, regarder le contrat qui lie les télévisions publiques à l'État. Qu'est-ce qu'il y a dedans? À quoi ça sert? Pourquoi on a créé ça? Vous êtes que le bout de la chaîne, de cette chaîne de responsabilité qu'on a tous. Donc si on n'a pas le sens de cette responsabilité-là, oui, on défend des intérêts particuliers, très bien, super. Il n'y a pas de problème avec ça, j'ai aucun problème avec ça, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est un discours assez singulier dans votre métier, non? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que juste, j'ai probablement une plus grande gueule que d'autres parfois, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est beaucoup plus partagé que ça. Que quand on parle aux gens, en général, quels qu'ils soient, là où ils sont, il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à s'engager. Ce qui bloque, c'est la peur. Souvent, la peur, plein de peur, des mécanismes qui se sont mis en place, qui se sont cristallisés, etc. Mais en fait, quand même, je pense qu'il y a une conscience politique chez pas mal de gens, et dans ce métier, chez pas mal de gens, et notamment, moi je viens du milieu du documentaire au départ, alors dans le milieu du documentaire, on a construit en 30 ans quand même un secteur, quoi. Et quand je dis on, c'est parce que l'action collective a été déterminante. Quand j'ai commencé ce métier, le CNC existait, bon évidemment depuis longtemps, mais Arte commençait juste, les producteurs de documentaires, il y avait 2 diffusions de documentaires par semaine sur France 3, à peine. On en est à 2100 documentaires au CNC, aidés par le compte de soutien tous les ans, etc. Mais tout ça, c'est le fruit d'un travail, et d'un vrai travail collectif de plein de gens qui étaient issus du militantisme au départ, ce qui n'était pas mon cas puisque j'étais une génération d'après, mais et qui sont engagés là-dedans parce qu'ils pensaient que ça devait exister, qu'il y avait une importance politique, sociale à ce que ça existe, et qui ont œuvré à ça. Et donc, il se trouve qu'il y a eu les régions, en tout cas, dans ce secteur-là, ont pris énormément de retard. Et par ailleurs, ont inégalement répondu à ce retard-là. Pour des raisons qui sont qu'elles ont beaucoup confondu culture et communication, et donc il s'agissait là, et je trouve que moi je soutiens vraiment ce qui s'est passé pendant cette dernière mandature avec Carole Delga, parce que je pense que ça va lentement, mais que ça va lentement aussi parce que c'est pas uniquement dû
à la politique culturelle de la région. C'est dû aux acteurs eux-mêmes et à la conscience politique des acteurs eux-mêmes de ce qui se passait. Et qu'il y a une sorte de contradiction qui est compliquée à résoudre et qui en plus s'est cristallisé avec des outils institutionnels qui n'étaient pas adaptés et qui sont très durs à bouger une fois qu'ils ont été mis en place. Et donc j'espère que tout ça sur le temps va bouger. Mais je pense que la conscience du problème, elle était très claire. Et mon problème, ça a été, voilà, en arrivant ici, de effectivement d'éveiller tout en. J'ai évidemment été catalogué dans les donneurs de leçons et etc. Mais je le pense sincèrement. C'est-à-dire, je pense continuer à penser sincèrement que c'est pas mon problème de film d'ici Méditerranée. J'y serai plus dans quelques années. Voilà. Et j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que ce film d'ici, je pourrais très bien produire à partir de films d'ici. Mais je pense sincèrement que c'est un combat d'intérêt général et que... Et l'utopie du territoire, disons-le. Oui, mais l'utopie du territoire en tant que... Parce que je pense, enfin, en fait, en termes d'imaginaire, ça contamine très clairement tous les interlocuteurs. Parce que quand vous passez 10 ans à Montpellier et que vous maintenez évidemment des relations très fortes avec des gens qui sont des amis ou qui sont des connaissances professionnelles, etc. à Paris, vous vous rendez compte du décalage de perception qui s'est cristallisé et qui crée aussi des réflexes politiques, mais des réflexes politiques de conséquences sur d'autres domaines qui ne sont pas forcément uniquement dans le domaine culturel. Donc la nécessité de rééquilibrer ces imaginaires pour transformer un climat politique, pour transformer une perception de l'autre qui est quand même majoritaire dans le pays puisque tout n'est pas centralisé à un seul endroit. Toutes ces questions-là passent par l'audiovisuel. Le cinéma, c'est des outils extrêmement puissants. La télévision, c'est un outil extrêmement puissant. Donc, toutes ces questions-là, elles traversent ce travail. Et malheureusement, ce travail finit très souvent dans des petits combats honnêtement, de bas étage pour arriver à faire valoir des choses qui semblent tellement évidentes. Donc, au César, l'idée, c'était juste de dire ça. Il y a ces énergies-là, il y a des gens qui le défendent. Et d'ailleurs, là, je vois bien dans d'autres régions aujourd'hui, là, on m'a contacté pour de la région Grand Est où ils organisent un colloque où tout est parfait. La façon dont ils posent les questions, les dispositifs qu'ils sont allés chercher dans différentes régions, etc., ça pense bien. Donc, ça pense bien à plein d'endroits. Il faut juste que ça continue, voilà, que ça grandisse, ça va marcher, ça va. C'est inexorable en fait. C'est inexorable, mais malheureusement, il y a des gens qui parce qu'ils ils veulent conserver les petits acquis qu'ils ont réussi à avoir à travers des ententes locales, freinent le processus. Avec efficacité, alors je pense que ça va être de moins en moins efficace, mais avec efficacité, et que donc ça oblige à taper très fort et à crier très fort pour arriver à se faire entendre. Bon, au détriment du fait d'être plus aimable, mais bon, c'est un prix à payer. Et donc, Aurel, c'est vraiment ça, la pointe avancée de cette action qui veut réveiller les imaginaires. Edgar Morin disait « ceux qui ne se régénèrent pas dégénèrent ». C'est quelque chose comme ça d'emblématique, j'ai l'impression, de cette Aurel, action. Si Aurel, il refuserait totalement d'être instrumentalisé, il aurait parfaitement raison. Et d'incarner tout ce qu'on veut. Et d'incarner tout ça. Aurel, il a sa trajectoire, il a fait un bon film, voilà. Il en fera d'autres. Et en plus, il le fait en ayant une conscience, encore une fois, politique, artistique, totalement au bon endroit. Là-dessus, je l'envie. Il est toujours très juste. Juste avant de finir, j'aimerais qu'on parle de Fab Caro. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de génie du dessin. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand même, là, il y a un autre grand artiste qui s'est signalé, tout à fait en dehors de votre galaxie, qui est Fab Caro. Maintenant au cinéma, une écriture, un génie comique. Il se passe des choses là, quand même. Ce sont des individus. Encore une fois, je voudrais juste qu'à un moment, quand il s'agit, là, on arrive à des artistes, ce sont des individus. Autant on peut parler quand on va à Barcelone et qu'on voit l'école documentaire de réalisation de Barcelone avec des gens comme Guérin, etc., et qu'on voit les auteurs qu'ils arrivent, la formation qu'ils mènent et les auteurs qu'ils arrivent à faire émerger. Ok,
On peut parler d'école. D'un courant ou d'une école. Parler d'un courant, d'une école. Ici. J'y connais pas beaucoup, j'y connais pas grand-chose, mais je vois juste qu'il y a beaucoup de talent. Il y a aussi Guy Delisle, enfin il y en a d'autres, etc. Il y a beaucoup de talent. Oui, beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent. On peut pas parler de voilà, je sais pas si c'est un courant, une école. Enfin, je les vois pas. Ils se parlent entre eux, ils s'aiment bien. Mais je suis pas sûr que qu'on puisse dire ça. En tout cas, c'est du travail absolument formidable. Et ce qui est très intéressant, c'est effectivement qu'ils soient, parce que ça c'est une autre idée qui a du mal à faire son chemin, c'est qu'ils passent d'un genre à l'autre et ils sont capables avec ce talent-là de passer d'un genre à l'autre. J'en profite pour dire publiquement que je défends à l'université l'existence qui n'est pas encore le cas, d'un master mise en scène, d'un vrai master mise en scène transdiscipline, ce qui est très compliqué à faire parce que vous avez le département art plastique, le département théâtre, le département cinéma, le département etc. Que les gens à l'intérieur de ces départements ont chacun leur spécialité, mais que aujourd'hui l'artiste moderne, Alain Fleischer l'avait bien compris au Frénois, c'est un artiste qui fait à la fois un opéra un jour, une exposition un autre jour, un documentaire, une fiction, autre chose, une production numérique, une installation. C'est ça l'artiste contemporain. Et donc ça nécessite une formation à la mise en scène qui n'est pas du tout des formations d'une pièce de théâtre, qui n'est pas du tout la même chose que la façon dont on formait les gens avant. Et nous, productrices, sommes des gens qui sommes à l'affût de ce type de talent-là aujourd'hui et qui malheureusement voyons encore des formations beaucoup trop spécialisées et des gens qui s'en affranchissent évidemment, parce que quand vous avez du talent, vous vous affranchissez. Mario Martone, il fait des opéras magnifiques, et il fait des films de fiction, il fait des expositions, voilà. Très bien, Serge Laloux, merci beaucoup. On va signaler que le film est à l'affiche parce que vous avez trouvé le moyen, malgré l'embouteillage, grâce à Sophie Dulac, votre distributrice, d'être très présent lors de ce déconfinement. C'est-à-dire il est au Diagonal, mais pas seulement. Formidable, il est dans plein de salles en France. Il est au Diago, au Burma et à l'Utopia. Il est dans 186 salles en France. Donc 14 à Paris et le reste dans toute la France. Et d'ailleurs, on fait un débat au Burma le 30 mai. D'accord. Avec Aurel, en fin d'après-midi, je ne sais pas exactement à quelle heure, je pense que c'est la séance de 17h ou 18h, je ne sais pas. Et il va continuer à circuler. Effectivement, je lisais un article ce matin où il disait il y a certains films qui sont devenus cultes pendant le confinement. Je ne sais pas s'il est devenu culte, mais en tout cas, je suis sûr que il existe très fort dans l'imaginaire et qu'on va avoir les chiffres, mais les chiffres sont très bons du cinéma, donc les gens ont un appétit de cinéma. Et Dulac a fait un travail magnifique autour du film et autour de trouver les écrans pour sa ressortie. Ok, merci Serge Laloux, à bientôt. Merci à vous, merci.